important, c'est cette histoire naturelle. Et pour la comprendre, on va partir étape par étape. Après contamination par l'hélicobactère pylori, en quelques jours, on a une gastrite aiguë. Soit elle est symptomatique, soit peu symptomatique ou asymptomatique. Je parle de la gastrite aiguë. Et donc, c'est surtout dans l'enfance. La contamination, c'est dans l'enfance. Surtout chez nous. Et en quelques mois, gastrite chronique. La plupart des cas, la grande majorité des cas, il n'y a pas de symptômes. C'est la raison pour laquelle on ne la cherche pas de façon systématique. Dans le reste, il peut donner donc une atrophie gastrique. Partons par là, il peut donner une métaplasie au niveau de l'antre. Qu'est-ce que c'est qu'une métaplasie? C'est un terme histologique. Ce sont des modifications cytologiques de la muqueuse. Métaplasie, c'est une métaplasie intestinale de l'antre. Ça veut dire quoi? Les cellules gastriques deviennent comme des cellules intestinales, comme des entérocytes. C'est la métaplasie. Et quand ça commence la désorganisation architecturale cétonucléaire, ça devient une dysplasie et puis bas grade au grade. C'est en fonction aussi de mitose et du nombre de mitoses. Et donc cette métaplasie, donc, elle va donner lieu à une inflammation au niveau duodénal qui peut être responsable d'un ulcère duodénal. Au niveau de l'estomac, si ça donne une atrophie, une métaplasie, et ça peut donner un ulcère d'ailleurs, un ulcère gastrique. La pathologie ulcéreuse, c'est dans 10% des cas. C'est-à-dire une infection à HP, elle est responsable. C'est-à-dire, si on prend 100 personnes qui ont été infectées, 10 feront un ulcère. Et quel est l'ulcère le plus fréquent? C'est l'ulcère bulbaire. Donc, c'est la localisation bulbaire qui est la plus fréquente, c'est-à-dire l'ulcère duodénal qui est plus fréquent. Sinon, l'atrophie gastrique, il peut donner lieu à une métaplasie et en quelques années, à une cascade dysplasie cancer. Si on prend 100, donc 1 fera le cancer. Et donc, il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu dans la genèse du cancer. Et le cancer ici, ce 1%, c'est un adénocarcinome. Adénocarcinome. Donc, il y a des facteurs liés à l'hôte, c'est-à-dire à la personne qui a été infectée, soit il y a des facteurs de risque du cancer. Or l'HP, quels sont les facteurs de risque du cancer gastrique? Le tabac, pas beaucoup l'alcool. Pour l'estomac, c'est pas beaucoup l'alcool, d'accord? L'alimentation surtout, le sel, melha, surtout le sel ajouté sur la table ou là au moment de la cuisson. Donc ça, il faut faire attention. D'ailleurs, la prévalence la plus élevée dans le monde du cancer gastrique, c'est au Japon, c'est en Asie. Pourquoi? C'est parmi le fait qu'ils sèchent certains aliments et ils sont trop salés. Et donc c'est parmi, je dis bien parmi les facteurs de risque du cancer. Et donc il y a des facteurs liés à l'hôte, mais il y a aussi des facteurs liés à la bactérie. Il y a certains îlots, certains types de bactéries qui sont plus oncogènes, plus cancérigènes. D'accord? Sans entrer dans les détails. Donc c'est la raison pour laquelle gastrite HP n'égale pas cancer. On va voir quand est-ce qu'il faut le dépister, il faut le rechercher. Dans certains cas, ça peut donner, comme je dis, une dyspepsie. Dyspepsie, c'est ce que j'ai expliqué, mais qui est non ulcéreuse. Il peut simuler un reflux, pseudo-reflux. Il peut simuler un ulcère, ce qu'on appelle dyspepsie non ulcéreuse. C'est-à-dire, c'est vraiment la douleur ulcéreuse, crampe, machin, et puis quand tu fais l'endoscopie, il n'y a rien, il n'y a pas d'ulcère. D'accord? C'est une dyspepsie non ulcéreuse. Encore plus rarement, dans moins de 1% des cas, il y a un type de lymphome. C'est le lymphome de Malte, du tissu lymphoïde associé aux muqueuses.
c'est un type particulier des lymphomes. Et quand il est, surtout au niveau de l'estomac, au niveau gastrique, la première ligne de traitement, c'est traiter l'HP. Et c'est un exemple de cancer qu'on peut traiter par un médicament, par une éradication d'une bactérie. Donc, première ligne de traitement du lymphome de Malte, je parle du lymphome de Malte à petite cellule et aussi de bas grade, c'est une éradication de l'HP. D'accord? C'est très rare. Mais quand il est là, on dit au patient, vous avez une tumeur, mais vous avez une tumeur qu'on peut traiter seulement par un traitement médical. En première ligne, parfois on sera amené à faire plus. Maintenant, est-ce que cette évolution, si on prend cette évolution, atrophie, métaplasie, dysplasie, cancer, est-ce qu'elle est fatale? C'est-à-dire, est-ce que si on éradique l'Helicobacter pylori au stade de l'atrophie, on va couper cette évolution? Ou bien il y a un point de non-retour? Je vous dis que ce qui est établi maintenant, que le point de non-retour, c'est la métaplasie intestinale. Ça ne veut pas dire que cette métaplasie, il va obligatoirement évoluer vers le cancer, mais ça veut dire qu'il va rester. Et donc cette métaplasie intestinale, il faut la surveiller par des endoscopies régulières. Maintenant, quel est le rythme? Endoscopie chaque année, chaque 5 ans. On pourra discuter par la suite. Je ne sais pas, ce n'est pas chaque année, on pourra discuter par la suite. Mais le point de non-retour, c'est la métaplasie. Certains qui disent l'atrophie, mais plutôt c'est la métaplasie intestinale. Cliniquement, vous avez compris que on peut tout avoir. Souvent, c'est asymptomatique. Asymptomatique. Et sinon, on a ce syndrome dyspeptique, douleur, gastritique, ulcère, pesanteur, satiété précoce, maldigestion, nausée, vomissement, éructation. Ça peut évoquer, c'est l'équivalent des troubles fonctionnels intestinaux, quoi. Donc, il reste seulement les troubles de transit, parfois alternance, diarrhée, constipation. Clinique, l'examen clinique en dehors de l'examen est normal. Et les pauvres, il n'y a rien. Il n'y a rien. Si tu trouves une anémie, un syndrome anémique, on n'est plus dans le cadre gastrite, HP. D'accord? Il faut chercher autre chose. Ulcère d'ailleurs, il faut faire une endoscopie et tu peux trouver une légère sensibilité épigastrique. Mais voilà, les signes d'alarme, et ça il faut les retenir. On n'a pas le droit de ne pas demander une endoscopie devant ces signes d'alarme. Bien sûr, ça va de soi. Une hémorragie, que ça soit extériorisé ou non, c'est-à-dire sous forme d'un syndrome anémique, une anémie fériprive. Donc une hémorragie digestive, anémie, bien sûr, dysphagie. Premier examen à demander, c'est l'endoscopie œsogastro-duodénale. Bien sûr, s'il y a un amaigrissement, la gastrite ne donne pas un amaigrissement, sauf si la patiente s'adapte et il fait une autorestriction alimentaire. Il y a un amaigrissement. Mais en tout cas, et dans tous les cas, s'il y a un amaigrissement, il faut explorer. Une odénophagie, c'est-à-dire une douleur à la déglutition. C'est une douleur à la déglutition, là, il faut bien sûr faire une endoscopie. Et bien sûr, s'il y a un antécédent familial de cancer, soit au niveau de l'œsophage ou au niveau de l'estomac. Lorsque j'ai commencé ce cours, il y a quelques années, c'était 50 ans. On constate des cancers à un âge plus jeune, de plus en plus à un âge plus jeune. Et donc, cette barre ou la barrière de 50 ans, on la revoit encore à la baisse. D'accord? Donc, patient, à 40 ans, 50 ans, quels sont les autres signes d'alarme? C'est-à-dire, patient qui vient me voir, syndrome dyspeptique, je n'ai pas le droit de traiter et de faire le diagnostic de l'HP que par un examen sérologique ou bien par test respiratoire ou bien dans les selles sans faire une endoscopie. Donc l'endoscopie est l'examen clé.
il permet de décrire, de voir les lésions. Donc c'est un tube qu'on fait entrer donc, par la bouche et on voit, donc on entre dans l'estomac, on voit dans le pylore, le bulbe, le D1, D2. Principe D1, D2. Ben, aujourd'hui par exemple, on est parti jusqu'à la partie proximale, jusqu'à l'ilion, par l'entéroscopie. Alors par un endoscope souple, on ne peut pas faire une entéroscopie comme ça, standard, parce que l'intestin grêle, il est flottant, il n'est pas fixé. Et donc, on va décrire et surtout, on va réaliser des biopsies. Pourquoi? Parce que l'endoscopie peut être normale chez 50% des patients. Donc, il faut faire des biopsies systématiques. Mais, où on va faire des biopsies? Fine. Parce que peut-être si on fait une biopsie ici et la biopsie revient négative, peut-être si on l'a fait dans l'autre côté, ça viendrait positif. Donc il y a ce qu'on appelle un biais d'échantillonnage. D'accord? Je vais vous dire quelles sont les recommandations pour pallier à ce biais et que l'endoscopiste devrait faire. Il devrait faire 3 biopsies au niveau de l'antre. La flèche. 3 biopsies au niveau de l'antre et 2 biopsies au niveau du fundus. À 2 systématiques, c'est-à-dire sans lésion. Il a caché lésion, une autre lésion, soit nodule, ulcération, il faut la biopsie bouhda. D'accord? Donc ça, il faut mettre 2 pots, un pot au niveau, 3 biopsies au niveau de l'antre. Ou les 3, un au niveau de la faux de l'antre. Vous connaissez l'anatomie. C'est l'angulus. La flèche. C'est l'angulus, c'est ici. D'accord? C'est ici. Là, pourquoi il faut faire au moins, il faut une au niveau de l'angulus? Parce que c'est le siège électif de la métaplasie. C'est là où il faut chercher la métaplasie intestinale. Donc les lésions élémentaires, on peut trouver donc un aspect, les aspects sont très divers. Un œdème, des exsudats, c'est-à-dire des dépôts blanchâtres, des érosions, des ulcères, des érosions nodulaires ou varioliformes, c'est comme la variole, le judéri, c'est comme la variole, c'est des nodules, hein, ou bien des nodules diffus, des pseudopolypes, un aspect en fond d'œil. Quand tu dis, ou bien l'endoscopiste vous dit, il y a un aspect en fond d'œil, ça veut dire quoi? Vous avez déjà vu un fond d'œil? Le fond d'œil, on voit les vaisseaux. On voit les vaisseaux. Et donc, si au niveau de l'estomac, tu vois déjà les vaisseaux sont au niveau de la semi-muqueuse. Et donc, si tu vois les vaisseaux, c'est-à-dire qu'il y a une atrophie. Donc, tu peux déjà suspecter l'atrophie en endoscopie. Si tu vois un aspect en fond d'œil, tu peux dire que très probablement évocateur d'une atrophie gastrique. Ou bien on peut avoir un aspect érythémateux purpurique ou pétéchial, des pétéchies ou bien un purpura. Donc les aspects endoscopiques sont variables et est-ce qu'ils sont spécifiques? Ne sont pas spécifiques de la gastrite. D'où l'intérêt de faire des biopsies systématiques. Bon, l'histologie, je vous fais grâce et ça vous donne donc des lésions de l'épithélium, des cryptes, des glandes, une hyperplasie des cellules endocrines, ça c'est surtout au niveau de la gastrite atrophique de la maladie de Biermer et des lésions du chorion, neutrophile, eosinophile, granulome. Comment faire le diagnostic? Le diagnostic de l'HP, le diagnostic de la bactérie. D'accord? Comment faire le diagnostic de la gastrite? C'est l'endoscopie. Comment faire le diagnostic de la bactérie? Il y a des moyens endoscopiques, il y a des moyens non endoscopiques. Le moyen endoscopique, c'est la biopsie. Cette biopsie, c'est l'histologie, on peut l'envoyer à l'anapathe. Comme on peut faire la test rapide à l'uréase, on peut la mettre en culture, on peut rechercher la bactérie par PCR. Qu'est-ce que c'est que la culture? Vous comprenez ce que c'est que la culture? On va cultiver un petit peu cette bactérie. Ça, c'est important quand on traite. Quand est-ce qu'on fait la culture? Quand on traite la bactérie, première fois, on contrôle, toujours elle est là. La deuxième fois, on contrôle, toujours elle est là. Là, il faut refaire l'endoscopie avec une culture. Pourquoi? Pour rechercher la souche responsable et faire un antibiogramme. D'accord? Le test rapide à l'uréase,
je ne l'ai jamais vu se faire. Hein. C'est le bas parce qu'elle est abandonnée. Quand on fait sortir les biopsies, on les met dans un liquide où il y a de l'urée. Ici, on met de la bactérie qui contient de l'uréase. Il va virer la couleur et on dit qu'il y a l'HP. L'intérêt d'Hyaluronic, c'est d'ailleurs, ça s'appelle test rapide. C'est-à-dire, sur le champ, il te dit qu'il y a l'HP. Mais on n'est pas dans l'urgence de faire un diagnostic vraiment rapide. Primo. Deuxièmement, il y a une sensibilité qui n'est pas parfaite. Sensibilité de 80%. C'est-à-dire, dans 20%, il peut rater. Donc, aucun intérêt. Donc, l'histologie, c'est le gold standard. Il y a des moyens non endoscopiques. Je nomme la sérologie. La sérologie, c'est quoi? C'est les anticorps. Ouais, n'est-ce pas? Question. Parce que l'ordonnance, il faut écrire anticorps anti-Helicobacter pylori de type IgG. IgG. Si vous retenez dans la maladie cœliaque, vous demandez les anticorps antitransglutaminase, anti-IgA. Pour le diagnostic Helicobacter pylori, le diagnostic sérologique, c'est-à-dire par le sang, c'est les anticorps anti-Helicobacter pylori de type IgG. C'est un bon diagnostic pour faire le diagnostic de l'HP. C'est un bon moyen diagnostic. Mais, message, il ne faut jamais le prescrire pour contrôler l'éradication. D'accord? On a fait le diagnostic de l'HP, on traite l'HP, mais pour contrôler est-ce que cette bactérie est partie ou pas, il ne faut jamais demander les anticorps. Allège, qui est positif, alors que la bactérie n'est plus là. C'est comme les anticorps anti-HBC, les cicatrices sérologiques. Donc il reste quelques mois, voire quelques années. Et donc il ne faut jamais demander la sérologie pour contrôler le traitement, c'est-à-dire contrôler l'éradication. Ça peut sortir comme une question. Et c'est important parce qu'il y a un impact. Tu vas demander la sérologie positive, tu vas retraiter le patient, encore la sérologie positive, donc tu vas t'enchaîner et enchaîner ton patient avec toi alors que l'HP, peut-être qu'il est éradiqué. Je ne dis pas qu'il est éradiqué, mais il faut faire un autre test, et le test de référence pour contrôler l'éradication, c'est le test respiratoire à l'urée.